L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler un petit produit du Québec qui est peut-être pas de notre région, mais qui reste au Québec quand même. On va travailler le homard. On va travailler matin, j'ai mis mon parka avec mon casque de pluie, je suis embarqué dans ma barge, puis je suis allé sortir les cages au homard. On a sorti 2 beaux homards, on va les travailler de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire une bisque de homard comme entrée, donc une soupe à base de homard. Et comme mets principal, on va mélanger le saumon et le homard pour en faire une espèce de petit pâté en croûte dans une sauce crémeuse avec épinards, maïs et petits pois verts. Pour dessert, on va utiliser un autre petit produit du Québec qui est la liqueur Coureur des Bois, qui est une crème de whisky finalement à base de sirop d'érable. On va en faire un affogato, c'est-à-dire une crème glacée à l'érable qu'on a acheté chez notre ami sucré-salé ici à Mercier, qu'on va garnir de cette liqueur-là et sur laquelle on va couler ensuite un espresso tout simplement de café allongé. Alors on va avoir un mélange de sucré, érable et café, ça va être délicieux. Mais tout d'abord, on doit sacrifier ces 2 êtres vivants-là. Alors, on va préparer un petit chaudron d'eau bouillante salée et on va procéder à l'abattage. Donc, préparez-vous tout le monde, c'est parti. Alors, on n'obtient jamais rien de bon sans sacrifier quelqu'un. Aujourd'hui, on a Water et Boiler, qui fait Water Boiler. On va les faire cuire. Pour ça, vous avez besoin d'une grande quantité d'eau bouillante avec un couvercle pas très loin, parce que des fois, ils ont tendance à s'agiter quand on les dépose dans l'eau bouillante. Je les comprends, je fais pareil. Et allez-y généreusement dans l'eau salée. Avec 2 à 3 bonnes cuillères à soupe de sel pour environ 12 à 14 litres d'eau. Une fois que l'eau bout, on met les petites bêtes, peut-être la première. Là, souvent, ils sont très vigoureux, comme aujourd'hui, ils ont quand même assez de guts. Si vous voulez les empêcher de souffrir trop longtemps, il y a une façon, c'est de les endormir. Fait qu'on va leur chanter une petite berceuse en les berçant, OK? Fait qu'on les barrase comme ça. Regardez bien, là, vous voyez, les pinces se tiennent un peu debout. Là. Dans 2 minutes, ils vont pendre bien molles comme des enfants qui sont endormis. Prête, pas prête, c'est parti. Fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras une bouilloire d'eau. Papa est en haut, qui fait du gâteau, maman est en bas. Oui, les petites pattes commencent à tomber, là, ça se berce avec la boue, là, sont un peu endormis, ils sont comme, ouf, qu'est-ce qui se passe, là, j'ai mal au cœur. Avant qu'ils se réveillent, là. Puis mettez le couvert, parce que des fois, un petit mouvement de queue. Comme ça, ça arrose le plafond et le cuisinier. Et là, on les met 8 minutes seulement dans l'eau. Je veux qu'ils soient cuits pour que la chair se détache de la coquille, mais je veux pas qu'ils soient cuits entièrement parce que tantôt, on va les refaire cuire dans une sauce blanche au four avec une croûte à la surface. Alors, le temps que la pâte cuise puis que le mélange va bouillir, ça va encore la durcir, puis on veut pas que notre chair de homard devienne trop caoutchouteuse. Fait que 8 minutes, là. Je parle tellement que je vais en mettre juste 7. Après une petite minute, d'habitude, ils sont pas mal tombés au fond. Les homards vont devenir orange. En cuisant, ils deviennent rouge-orange. C'est à cause de la carotène comprise dans la carapace. C'est normal. Si c'est le contraire qui arrivait, je serais inquiète. Pendant le temps que nos homards bouent, on va préparer 2 mirepoix différentes. Il y en a une qu'on va faire, c'est pour faire notre crème de homard, notre bisque. On va utiliser carottes, céleri, oignons et poireaux.
Et on va faire une autre, c'est des légumes plus décoratifs qu'on va utiliser pour faire notre sauce blanche. On va utiliser poireaux, céleri, carottes et petits pois, maïs et épinards. C'est pas vraiment une mirepoix, c'est plus une garniture, ceux-là. Alors, ceux-là, on n'a pas vraiment besoin de les peler, ils sont lavés, rincés. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de terre non plus. On veut avoir juste la saveur, alors on va juste les couper en morceaux. Ça, c'est pour la bisque. Un oignon entier. Morceau assez grossier, c'est pas très important. Je vais mettre juste le blanc. Je vais couper en deux. Là, je vais aller enlever la terre qui s'est accumulée, comme vous voyez ici. On va juste rincer ça comme il faut. Même chose grossièrement. Le pied de céleri, on va faire la même chose. On va utiliser les parties du bout où est-ce qu'il y a encore des feuilles. Les feuilles sont très aromatiques. 3 petits coups comme ça. Avec ça, on va mettre une demi-tête d'ail. On va juste couper en deux pour exposer la chair, permettre aux huiles de sortir et de se mélanger à notre bouillon. Feuille de laurier, une branche de romarin, quelques branches de thym frais. Alors ça, c'est notre premier mélange de légumes. Ça va pour notre bisque. On met ça de côté. On va aussi utiliser la pâte de tomate à ce niveau-là. Maintenant, pour notre petite tarte, notre pâté, je ne sais tellement pas comment l'appeler. On va appeler ça un pâté de homard et saumon d'abord. Ça va être réglé. On va juste garder la partie verte. On va mettre 2 petites branches. J'enlève le blanc. Une grosse carotte et un blanc de poireau. On va mettre ça de côté. C'est bon pour les bouillons. Quand vous n'utilisez pas le verre, gardez ça au frigo. C'est bon pour faire des bouillons excellents. Avec notre économe, on va peler notre carotte. Celle-là, on va la manger, alors on va la préparer. Et tous ces petits légumes-là, on va les couper en dés. Regardez les feuilles pour ça. Donc le pied de céleri en 3 bâtonnets. Si vous n'avez pas de céleri à la maison, vous avez du fenouil ou vous êtes un fan de fenouil, vous pouvez remplacer le céleri par du fenouil. Nous, dans notre recette, on va rajouter un peu d'estragon tantôt qui a un petit goût anisé. Alors, pour cette recette-là, si vous utilisez du fenouil à la place du céleri, juste omettre l'estragon. Ça va rejoindre un petit peu les mêmes saveurs. Un petit coup de réglisse dans l'anis, dans l'estragon et dans le bulbe de fenouil. Couper ça en 4 environ, en grosseur qu'elle a. On va obtenir des petits dés. Alors ça va être nos légumes. Pour notre deuxième, on a nos maïs en grains, on a nos petits pois verts aussi, et puis nos épinards. Les épinards, ça a l'air beaucoup, mais en fait, quand ça va tomber, ça va se mélanger, puis on ne les verra quasiment plus. Il reste 10 secondes à nos petites bêtes. Je vais me préparer un grand bain d'eau froide. En hiver et au printemps, l'eau du lavabo est très très froide, donc c'est parfait. Sinon, en période estivale, je vous conseillerais d'utiliser de l'eau avec des glaçons. Vraiment pour arrêter la cuisson, on veut qu'il arrête de cuire notre homard. On l'immerge pendant environ un bon 5 minutes, le temps que la température intérieure diminue et arrête de cuire. L'eau de cuisson, on n'en a plus besoin, c'est terminé, alors on va juste l'acheter, tout simplement. Nos légumes pour notre bisque, on va les mettre dans un grand bol. Ça va être plus facile à transvider tantôt. C'est vraiment des aromates. C'est tout ce qu'il y a de plus parfumé qui va donner. La carotte donne un petit goût sucré, l'oignon, un petit parfum supplémentaire, le céleri, le thym. C'est vraiment aller chercher des belles arômes pour donner un bon goût à notre bouillon finalement. Pendant que nos petites bêtes refroidissent, on va préparer notre pâte à tarte. Je vous ai déjà dit dans le passé
que faire de la pâte feuilletée, c'était un petit peu complexe. Mais aujourd'hui, j'ai le goût qu'on prenne le temps de le voir. Pour faire de la pâte feuilletée, premièrement, on a une même quantité de gras que de farine dans notre pâte. Alors, ça fait vraiment beaucoup de gras. C'est ce qui va faire que notre pâte va gonfler. C'est une succession de farine, gras, farine, gras, farine, gras, farine, gras, qui fait que les couches gonflent et ne se touchent plus. Pour faire ça, il y a une façon très simple, vous allez voir. C'est juste qu'elle est un petit peu long, mais aujourd'hui, je vais vous donner une version abrégée. On a besoin d'une livre de beurre, premièrement, pas au complet, ne vous en faites pas. J'ai 150 g de farine, je vais avoir besoin de 150 g de beurre. 150 g de beurre, on a toujours nos petits repères sur notre livre de beurre qui nous l'explique. C'est environ ça. Un quart de livre, finalement, c'est un quart de livre de beurre, cassez-vous pas la tête. Si vous achetez des livres, des livres de beurre en bâtonnet dans un emballage, c'est un bâtonnet. Pour la cause, 150 g, je vais le marquer ici. J'ai besoin de tout ça. Sauf que je vais le diviser en deux parties. Pour ce faire, je vais avoir besoin tout à l'heure, pour mettre une couche de beurre entre ma couche de pâte, de tranches très minces. Ce que je vais faire, c'est que je vais la trancher mince, mince, mince. Je vais les déposer au frigo. Alors, je vais les remettre dans ça. Je fais des tranches très, très minces de beurre avec mon couteau. C'est pas grave si ça casse, là. Inquiétez-vous pas. Le but, c'est d'avoir des petits morceaux minces. Puis là, je vais me rendre jusqu'à la moitié, donc à peu près ici, là. Je vais me faire un petit repère et je coupe. Des escalopes de beurre, si on peut appeler ça comme ça. Je m'arrange pour pas qu'ils se touchent trop. Je veux pas qu'ils refigent collés ensemble. Ça, je remets ça au frigo. Il faut que ça reste froid. Le restant du beurre, je vais le couper en petits cubes puis je vais le mélanger avec ma farine. Là, j'utilise du beurre salé. J'ai une préparation salée. Si jamais vous auriez besoin de pâte feuilletée pour faire un dessert, utilisez du beurre non salé. Si jamais on utilise du beurre salé, on va juste rajouter une pincée de sel au moment de la création. Ici, j'en rajouterai pas parce que mon beurre est déjà salé. Avec une fourchette, on va sabler notre beurre et notre farine. Ce qui veut dire essayer de diluer. C'est pas un liquide, c'est dur de dire diluer. On va essayer de défaire notre beurre en micro-particules qui va atteindre à peu près la grosseur d'un grain de farine. On écrase la farine comme ça. Si vous avez, votre grand-mère avait une espèce de peigne là, avec 4-5 broches et un manche là, qui tournait, là, puis elle faisait ça dans la farine. C'est exactement le même principe. C'est sabler notre pâte. On peut le faire avec les doigts, en sablant avec les mains, justement, pour essayer de rouler la farine autour des petits morceaux de gras. Le but, c'est d'obtenir des petits morceaux de beurre avec des petits micros de farine à côté. Un mélange amalgame des deux, sans qu'il y ait de motons de beurre, c'est important. J'y vais avec une fourchette aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et que ça a bien été. Alors, je vous invite à l'essayer. Si vous avez une autre technique, cassez-vous pas la tête. Le résultat va être le même. Là, ce que je fais, c'est une simple pâte brisée, finalement. C'est-à-dire une portion de farine pour une demi-portion de corps gras. Quand on a un beau mélange, notre farine est rendue un petit peu jaune, justement, comme ça, parce qu'on a bien mélangé notre beurre et notre farine. On va incorporer de l'eau très, très froide. Je vais rajouter 75 ml. Ici, j'en ai 60. Une cuillère à soupe de plus pour la loque. J'amalgame le tout. J'essaie de ne pas trop travailler quand on fait de la pâte. Aussitôt que ça commence à se tenir, on arrête de travailler ça. Sinon, ça va développer des gluten qui vont rendre notre pâte élastique. Et puis, c'est pas ça qu'on veut. On va juste la transvider là, puis je vais la travailler avec les mains. Alors ça se tient. Grosso modo, ça se tient. On va sortir notre rouleau à pâte. Et là, on va former un rectangle en l'étendant avec notre rouleau. Toujours en partant du centre vers l'extérieur pour rouler. Si jamais ça colle un petit peu, on va juste rajouter un petit soupçon de farine. Oh. C'est pas un rectangle parfait, on s'entend. Mais ça va faire la job.
On va sortir notre beurre froid. Puis on va l'étendre sur une moitié. Imaginez que vous allez la plier en deux, votre pâte. On va donner un petit repère, un petit pli ici. Bon, ça, c'est ma marque de centre. Je vais étendre le beurre partout sur la pâte. Une fois que ça c'est fait, on replie la pâte. Puis on la roule encore pour imprégner la pâte de beurre. On lui redonne encore une forme rectangulaire. Il faut faire ça le plus vite possible. Il ne faut pas que le beurre ait le temps de ramollir parce que là, il va se mélanger à la farine. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une micro-couche de beurre entre chaque micro-couche de pâte. C'est ce qui va faire que ça va lever tantôt en plusieurs couches, vraiment feuilleter notre croûte à la surface. Une fois qu'on l'a roulé, on l'a remis en étanche, on va faire ce qu'on appelle un tour double. Un tour double, c'est que je trouve le milieu de ma pâte, comme ça, et je rabats ma moitié comme ça, l'autre moitié vers le milieu, et je replie pour avoir comme 4 épaisseurs. Là, je m'en viens pas pire avec mon rectangle, vous voyez, ça s'est arrangé. Je vais juste coller les deux pâtes ensemble pour être sûr qu'ils... Là, je fais ça vite. Je veux pas que mon beurre réchauffe trop. Je vais l'étendre rapidement, puis on va faire un dernier coup. On va faire un tour simple cette fois-ci. Le tour simple, c'est un tiers. Un tiers de ma pâte. L'autre tiers de ma pâte. Là, je vais les amalgamer ensemble. Je vais les mettre au frigo pour tout de suite. Tantôt, on va la laisser refroidir. On va la rouler un autre coup tantôt pour être sûr de bien coller les tranches de pâte et de beurre. Puis vous allez voir, on va la couper, vous allez voir exactement toutes les petites tranches, ça, de gras de pâte, de gras de pâte. Puis quand on va faire cuire, ça va vraiment gonfler énormément, avoir une belle croûte très légère, très feuilletée. Nos deux petites bêtes ont refroidi. On va maintenant les décortiquer. Vraiment pas compliqué à défaire un homard, c'est même très simple. Je vous conseille d'utiliser un beau linge à vaisselle propre que vous allez mettre au lavage après parce qu'il va sentir le jus de homard. Par contre, ça l'empêche les éclaboussures et de nettoyer le plafond, ainsi que les murs, les fenêtres, les côtés. Pour ce faire, on va montrer la première chose à faire, c'est facile, c'est la queue. On tourne et on retire. C'est pas plus dur que ça. Si on veut retirer, là j'ai besoin de garder les carapaces parce que c'est avec la carapace qu'on va faire notre bise de homard. C'est là-dedans qu'on va aller chercher toutes nos saveurs de fruits de mer. La petite queue ici, elle s'enlève très facilement. Juste replie dans le mauvais sens. Comme ça. Puis pour retirer la chair, je l'écrase avec la main. Avec mes pouces, je les mets sur l'extérieur ici. En fait, je vais les mettre comme ça va aller mieux, vous allez voir. Je vais ouvrir la queue. Puis je vais en retirer toute la chair en un morceau. Là, j'ai un beau morceau de chair, de queue, la carapace que j'ai besoin. Les pinces, même chose, juste tourner. Les élastiques ne sont plus nécessaires à ce point-là. On décroche les pattes avant au corps, donc essayer de garder cette petite partie-là. On va aller chercher quand même 2 belles bouchées de homard dans ça. On retire les pinces. Carapace, je n'ai pas besoin, mais je vais m'en servir pour faire mon fond. Alors, tout le jus qu'il va y avoir dedans, on va s'en servir. Ça va aller dans notre bouillon pour faire notre bisque. Puis on va servir un peu de ce bouillon-là aussi pour faire notre sauce de notre pâté en croûte. Alors, même chose. J'enlève les 2 pinces avant. Je retire les élastiques. La queue, on tourne, on retire. On met ça de côté. Les petites pattes aussi, ça c'est le fun, ça s'enlève. On peut toujours aller chercher de la viande, il y a quand même de la viande là-dedans. Si jamais vous voulez les enlever, vous prenez des fois un couteau, ça peut faire la job. Vous écrasez avec votre doigt. Ça fait sortir une petite affaire de rien du tout. C'est vraiment tout petit, regardez, c'est ça la viande qui est dans une pâte. Là, elles sont petites, des fois, elles sont plus grosses que ça. Si vous avez le goût de vous donner cette peine-là, on pourrait prendre un rouleau à pâte aussi. On roule sur la carapace à partir de l'intersection, puis on fait sortir la chair. C'est vraiment... c'est simple. Aujourd'hui, on va avoir assez de chair avec ça. Je me donnerai pas ce problème-là, mais
Gênez-vous pas à la maison si vous avez, vous avez le goût de bombarder le caméraman avec de la chair de homard. Vous avez juste à le faire. Pour les pinces, on va déboîter en deux parties. Ça plie dans ce sens-là, alors on va aller dans l'autre sens. Si ça pique avec nos doigts, c'est là que le linge à vaisselle devient très pratique. Si on le sépare, avec le couteau, on va juste venir sortir la chair qui est dans cette partie de pince-là. C'est comme le triceps, finalement, qu'on va chercher. On devrait comparer à un être humain. L'autre côté, on fait la même chose. On vient retirer avec le couteau. C'est pas grave si la chair est un peu maganée, là. On va avoir des beaux morceaux avec notre queue et nos pinces tantôt. Ça va être parfait. On retire ça. C'est là que le linge à vaisselle devient intéressant. Ce petit bout-là est un petit peu plus dur à arracher. Fait que juste l'enlever. Si on n'a pas bien réussi à vider par l'autre côté, on va être capable de le faire par ce chemin-là. Voilà. Là, on a un petit trou dedans. Parfait. On garde ça, on met tout de côté. Les pinces, on retire. Garde le jus. Je casse la pince dans l'autre sens. Des fois, la chair reste là, des fois, elle ne vient pas. Il faut enlever ce muscle-là qui est un peu comme l'omoplate de la cuisse, de la pince. On va retirer la chair aussi avec le bout du couteau. Voilà. Puis la pince, il faut la casser. Avec le linge à vaisselle, c'est là qu'il devient pratique. Faut pas que ça vole partout. Vous mettez un petit coup de paume, de main. C'est assez cassé à votre goût, ça. Regardez, ça s'enlève tout facilement. Voilà. Carapace de côté. Et on répète l'opération pour les 3 autres pinces. Maintenant qu'on a nos carapaces, on va préparer notre bouillon. Sur un feu élevé, je vais mettre mon gros chaudron. Je veux quand même qu'il rentre tous mes légumes et toutes mes carapaces. Je vais verser un peu d'huile de canola. Et là, on va faire rôtir nos carapaces. On va vraiment les sortir toutes les saveurs, les jus qui peuvent rester dans ces carapaces-là pour donner vraiment une saveur très corsée de homard à notre potage. Notre mirepoix. On va essayer de chercher une caramélisation aussi sur nos légumes. C'est pas grave si ça colore, là. On va aller chercher un petit teint ambré, rosé à cause. On va mettre de la pâte de tomate aussi tantôt dans notre mélange. Là, si vous n'avez pas de pâte de tomate, vous pouvez toujours utiliser du ketchup. Ça va juste donner un petit goût plus sucré. Ça va très bien se marier avec le homard. À ça, on va rajouter tantôt un 2 litres d'eau froide. Là, je pars à l'eau froide. L'eau froide, le temps qu'elle bout, ça va vraiment aller extraire toutes les saveurs qui sont dans les coquilles. Le fait de mettre de l'eau chaude, ça va comme ça serre les pores, on dirait. Ça saisit la coquille encore plus, donc ça libère pas. Le fait que l'eau parte de froide et qu'elle arrive à chaude, ça va vraiment laisser toutes les huiles de la coquille se mélanger avec notre bouillon. Ça va donner des saveurs extraordinaires. Ça, on va juste garder ça de côté. On va préparer aussi notre saumon pendant que ça rôtit. J'ai un petit pavé de saumon ici. J'ai environ 350 grammes. Calculé, je vous dirais 75 grammes par personne. Vous allez chercher 350, 300, c'est parfait. C'est comme pour complimenter aussi notre sauce. Vous allez voir que le saumon avec la sauce au homard, ça se marie super bien. Ça va un peu donner de volume à notre plat. La peau est venue avec celle-là. Je vais juste essayer de ne pas tout salir la planche de travail. Avec votre couteau, vous allez juste couper délicatement dans la partie où il y a un petit peu de gras ici sur le bord des fois. Et on va rejoindre la peau puis on longe la peau en effectuant des mouvements de va-et-vient. Quand vous avez un couteau qui coupe trop bien, il va arriver des choses comme ça. Qui fait sacrer un peu le cuisinier. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Le saumon, on va le couper en cubes, environ 2 cm par 2 cm.
Je le mets avec mon homard. La queue de homard, même chose, on va la couper en deux. On va aller chercher des cubes assez gros, 2 cm par 2 cm. Je vais avoir des beaux gros morceaux de homard dans mon plat de pâté. Les pinces, on va essayer de les garder. On va en garder 2 pour la présentation. Pour rehausser un petit peu notre sauce, on va rajouter un petit coup de cognac et un petit peu de vin blanc. Alors, l'arroser d'une bonne lampée de cognac. Cognac et biscuit de homard se marient très bien. C'est un des ingrédients, je vous dirais, pas mal pas principal, mais qu'on retrouve quasiment dans toutes les recettes de biscuits. Un bon cognac. On laisse évaporer un tout petit peu. Laissez l'alcool, la chance de s'évaporer. On ne veut pas que ça goûte l'alcool, on veut vraiment le parfum du cognac. C'est ça qui est important. Une fois que ça a bien bouilli, on peut rajouter un bon verre de vin blanc. Et là, on va rajouter notre eau tout de suite. On pourrait rajouter du fumet de poisson. Si on avait du fumet de poisson, c'est toujours comme un bouillon de poulet pour des plats à base de viande. On va utiliser bouillon de bœuf ou bouillon de poulet. Pour les poissons, les crustacés, on utilise des fumets de poisson qu'on appelle, qui sont des bouillons de poisson. Ils sont faits normalement avec des parures de poisson puis de mirepoix blanche, donc céleri, oignon et poireaux. On va en rajouter un petit peu juste pour couvrir mes coquilles. Puis à ça, on va rajouter notre pâte de tomate. Allez-y pour 2 bonnes cuillères à soupe de pâte de tomate. On va laisser mijoter ça 25-35 minutes minimum. Ça pourrait être 45 et même jusqu'à 1 heure. Plus qu'1 heure, ça ne donne pas grand-chose. Les carapaces vont avoir libéré tout ce qu'ils ont à libérer comme saveur. Maintenant que ça c'est fait, on va préparer notre sauce blanche pour préparer notre pâté au poulet. Notre sauce blanche pour préparer notre petit pâté au homard et au saumon. Dans une casserole, on va faire fondre 60 g de beurre. Toujours mon petit repère sur ma livre. On met à fondre. On va faire revenir un petit peu nos légumes de mirepoix, céleri, carottes et poireaux. On va les déposer tout de suite. Je veux pas que ça colore. Je vais faire une sauce blanche. Je veux vraiment pas que ça colore, celle-là. On va aller chercher une petite teinte rosée à cause qu'on va rajouter un peu notre bouillon de homard dans notre sauce. Mais je veux pas qu'elle aille chercher une couleur dorée de légumes qui ont trop rôti. Ça, on les fait suer pendant environ 2 minutes, brassant fréquemment pour empêcher qu'il y ait coloration, justement. Dans nos légumes, on va mettre une petite pincée, notre piment d'argile, notre piment d'Espelette local de Hawick. Juste donner un petit zing un peu à notre sauce. Un petit côté piquant. Pendant que nos légumes ils reviennent, on va rajouter 2 gousses d'ail hachées. Ils sont petites, je vais en mettre 3, surtout qu'ils ont l'air d'avoir un gros germe. On va hacher ça finement. Puis on va rajouter ça à nos légumes qui sont en train de revenir dans notre beurre. Je rajoute la farine. On mélange bien, j'ai mis 60 g de farine. On brasse bien, puis là, vos petits légumes vont être enrobés de farine. Ça a l'air de ça, c'est parfait. Sortez votre lait. Et on va rajouter un bon 750 ml de lait. Mais au début, je vais rajouter juste un petit peu, juste pour diluer ma farine. Ça va faire une espèce de pâte très épaisse autour de mes légumes. Exactement ça que je vous disais. Ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux dans notre sauce. Donc, on rajoute un petit peu à la fois. En 3 petits coups comme ça au départ. Après ça, on peut rajouter le restant et il n'y aura pas de problème. Là, c'est vraiment pour empêcher la formation de grumeaux, pour avoir une sauce vraiment blanche, onctueuse. Une autre petite dose. Là, je vais rajouter le restant de mon lait pour avoir mes 750 ml. Ouais, à peu près ça.
Ça va être encore un peu épais parce qu'il faut quand même que je rajoute le bouillon de ma bisque que je vais rajouter un petit peu là-dedans pour aller chercher un petit goût d'homard qu'on va rajouter à notre pâté. On surveille pour pas que ça colle, là. C'est vraiment... Sinon, la farine se dépose au fond quand on fait des sauces blanches comme ça. Le temps que ça cuise, ça a tendance à vouloir se déposer puis coller. Fait que surveiller. Utiliser une cuillère de bois, une petite cuillère de métal pour aller vraiment gratter les coins. C'est là que la farine va se déposer puis qu'elle va coller puis ça va donner un goût brûlé à notre sauce. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut éviter ça, justement. C'est ça que les fouets, souvent, sont pas assez grands ou on n'est pas capable de les gratter comme il faut. Je préfère utiliser une cuillère dans ce cas-là. Pour poivrer notre sauce, on va utiliser un poivre blanc. Juste parce que je ne veux pas avoir de grains noirs dans ma sauce, je veux qu'elle reste belle, blanche et onctueuse. Puis ça prend pas beaucoup de poivre blanc, juste 2 petites pincées. Ça a vraiment plus de goût que le poivre noir. C'est plus fort, je trouve, que le poivre blanc. Puis on va mettre 2 bonnes pincées de sel, même une 3e pour la loque. Notre bouillon, il bouge, je vais baisser le feu juste pour le laisser mijoter. Juste voler 2-3 petites louches de notre bouillon de homard. Il y a déjà un bon goût d'homard qui s'est répandu dans notre bouillon. Alors, 3 fois pour 180 ml. Vraiment juste de quoi donner une petite essence à notre pâté. Un rehausseur de saveur. Quand ça bout, on baisse le feu, on laisse mijoter ça environ 5-10 minutes. Juste donner le temps à nos légumes de ramollir, de s'attendrir. Le temps que ça mijote, on va pouvoir rouler nos dessus pour nos pâtés. Bonjour tout le monde. Encore une fois, cette semaine, on reçoit notre spécialiste, M. Serge Leduc, des ateliers Leduc du vin. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, tu es allé pêcher le homard. Le homard. Gaspésie, ouais, tu as repêché ça, ramené ça en petite cage et sacré ça à l'eau bouillante, fait cuire ça 2 minutes, fallait pas au potage avec ça. D'accord. Alors Serge, qu'est-ce qu'on peut bien accompagner avec une bisque de homard et un petit... On appelle ça un petit pot au feu de homard en croûte. Pot au feu. On va appeler ça pot au feu de homard en croûte. Je sais pas comment le présenter. Quelque chose d'un peu onctueux quand même. Oui, une belle sauce crémeuse, onctueuse, remplie de morceaux de saumon, de homard. Donc, c'est délicieux. On a donc besoin d'un vin qui va présenter un petit gras en bouche pour justement bien accompagner avec le côté gras de la sauce. La petite croûte aussi qui est au beurre qui va... Ah oui, au beurre. C'est bon pour le cholestérol, tout ça. Excellent. J'ai toujours dit que le cholestérol, c'est un mythe. Ah, c'est un mythe. Oui, okay. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Donc, pour accompagner ce merveilleux plat, j'ai sélectionné un Justino. On a déjà, au cours de la saison, son petit frère, rouge. Le rouge, exact. Donc là, on est en blanc. C'est un assemblage de Frontenac gris et de Vidal, donc 2 cépages très connus ici au Québec. Et puis, c'est du même vignoble, soit le Château Fontaine de Saint-Hyacinthe. Toujours des grosses bouteilles, très, très jolies de bouteilles. Oui, l'important, c'est pas tellement lésiné. Non, tout à fait. Mais l'important, c'est le contenu et pas seulement que le contenant, bien entendu. Oui, ça l'aide un peu. Par contre, des fois, je dois vous avouer, je manipule des bouteilles au restaurant qui sont vides. J'ai l'impression qu'elles sont pleines tellement qu'elles sont lourdes. Exact. C'est que c'est le plomb qu'ils mettent dans le verre. Oui, c'est ça. Fruits blancs? Oui, beaucoup. C'est floral, là, un peu. Floral, effectivement. Très intéressant au nez. Et en bouche maintenant. En bouche maintenant, oui, c'est ça. Eh bien, j'aime beaucoup ta présence dans mon émission. Oui, c'est agréable. C'est petit côté gras, là. C'est vraiment spécial. Vraiment très bien. On apprend, c'est le fun. Ce que j'aime, c'est que j'apprends à analyser ce qui se passe dans ma bouche. D'accord. Donc, on a vraiment un petit goût, un beau petit goût le gras. Un petit soupçon peut-être de sucre résiduel. On est peut-être vraiment délicat. 4, 5, 6 grammes de la sucre chair de homard est une petite affaire sucrée des fois. Non, je crois que ça devrait faire un magnifique assemblage. Pas assemblage, accompagnement, dis-je. Oui, mais un mariage. Voilà. Donc, Château Fontaine font vraiment de belles choses. C'est un vignoble découvert tout récemment et je suis très, très heureux de cette découverte.
Et maintenant, Un vin d'ailleurs. Un vin d'ailleurs. On revient avec la Maison Torres et le Grand Vinasol Chardonnay. C'est ce qui est indiqué sur l'étiquette. Je crois que tu as un petit penchant pour cette maison-là. Je crois que c'est le troisième vin, sans vouloir me tromper. Là. Sûrement deux. Sûrement deux. Possiblement trois. C'est possible. Je pense qu'on avait eu avec le petit taureau accroché après la bouteille. Ah une oui, fois. oui, le Sangre de Taureau, exactement. Oui. Exactement. Donc, tu es en présence ici d'un chardonnay, mais il y a une petite... on va le déguster, puis je parle d'un petit quelque chose après sur la mention. Le moment pénible de l'émission, là. Donc là, on est sur un autre genre de fruit, vraiment, un peu plus... peut-être la pomme. Côté pomme bien présent. Côté poire, vraiment... Oui, c'est ça. Et puis... Je n'irais pas dire ananas, mais je dirais ananas. Ah oui. Oui, c'est bon, intéressant. J'analyse des choses. Au nez et en bouche. Ici, l'acidité est un peu plus fraîche, mais par contre, on a encore du gras en bouche, ce qui devrait faire un très beau mariage, comme mentionné tantôt, avec notre homard. La sensation de gras en bouche, comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques qui se passe dans ta bouche exactement? La sensation de gras, c'est plutôt... On va surtout ressentir ça à l'intérieur des joues. Okay. Et un peu comme lorsqu'on va au resto, puis on trempe un pain dans de l'huile et du vinaigre balsamique, et on pogne juste de l'huile. Donc, quand on mange le petit pain, on dirait que ça enveloppe. Ça glisse. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti, je te dirais tantôt, c'est qu'on a l'impression que ça nous coule ces parois extérieures de la bouche. Exact. C'est vraiment bon. Les parois extérieures de la bouche, oui. Donc, c'est les joues. Il y a de la place, regarde ça. Et juste un petit point concernant la mention du chardonnay ici. Oui. Ce vin-là, c'est en réalité un assemblage. On a la règle, cependant, on respecte la règle du 85 % qui est en Europe. 85 % on peut indiquer le nom d'un cépage. Donc, on a 85 % minimum de chardonnay à l'intérieur et on a 15 % dans ce cas-ci de parellada, qui est un autre cépage typique de l'Espagne. Et c'est ce qui va donner le côté un peu plus frais du vin. Tandis que si nous avions eu un chardonnay 100 % le côté gras serait encore plus apparent. Okay. Mais ça respecte entièrement la règle du 85 en Europe, alors que dans le Nouveau Monde, c'est 75 la règle. Donc, 75 % si vous voyez un rouge chilien où c'était indiqué Cabernet Sauvignon, on est assuré qu'il y a au moins 75 % de Cabernet Sauvignon à l'intérieur et 25 % de d'autres choses, possiblement. Mais peut-être 100 %, on ne sait pas. Peut-être, d'accord. Je vais te demander une dernière petite chose. Oui. Au Québec, oui. On ne peut pas utiliser, nous, justement, ces cépages-là pour faire des vins, puisque la vigne ne résisterait pas au climat, j'imagine. Exact. On a combien de cépages différents disponibles? On entend souvent le Sainte-Croix, le Maréchal Folc, le gris, celui que tu nous décris. Le Frontenac gris. Oui. C'est des choses qu'on retrouve souvent. Est-ce qu'il y en a plusieurs variétés ou bien c'est... Oh oui, possiblement facilement une vingtaine. Une vingtaine plus. Quand même, OK. Oui, exact. Et puis, malgré tout, il y a des essais qui se font avec des cépages dits internationaux, comme du Riesling, qui devrait quand même peut-être offrir de bons résultats à cause du climat en Alsace puis Allemagne, c'est quand même au nord de la France. Okay. Et donc, ça devrait avoir de belles choses éventuellement. Ouais, avant d'avoir une production, ça prend quand même un investissement de temps et de champ. Évidemment. Puis, mais je sais qu'il y a des vignobles tout près d'ici qui font des essais présentement avec une dizaine de rangs plantés de cépages internationaux. Et on verra d'ici 2-3 ans comment ça donne. Exactement. Quels en seront les... Exactement. Pour pouvoir produire le bon vin. Merci une fois encore, Serge. Parfait, c'est un plaisir. Puis pour des informations sur les ateliers de Serge, vous pouvez toujours visiter son site web qui est le www.leducduvin.com. Voilà, il le fait si bien. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Je ressors ma pâte qui va avoir durci pendant ce temps-là. Mon beurre a figé un peu. Je l'ai roulé à un grand carré. Je vais avoir 4 carrés. On va faire 4 pâtés. Je vais essayer de donner une forme juste carrée, juste pour me faciliter la taille, pour être sûr d'avoir 4 parties égales. Couper ça en 4. Comme ça. 4 parties. J'empile ça ici. Puis là, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Si on regarde bien avec un bon angle, c'est difficile. On voit très bien les couches de pâte et de gras qui sont séparées. Là, j'ai environ, je vous dirais, une dizaine de chaque, si je me fie au pli que je vois là.
Donc, ça va vraiment obtenir une belle pâte qui va gonfler très fort. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un four très chaud, 425 degrés. Je veux pas que ça cuise très longtemps. Notre sauce est cuite, nos légumes vont être cuits. Notre homard il est déjà pré-cuit, notre saumon va cuire en 32 secondes à peu près. Alors, je veux vraiment aller faire dorer ma pâte. C'est tout ce que je cherche à faire au four. Le mélange en tant que tel n'a pas besoin de cuire. Ça mélange bien. Je vais rajouter mes épinards dans mon mélange. Même chose pour les petits pois puis le maïs. C'est déjà cuit, c'était congelé. On va juste les réchauffer. Ça va être amplement. On va toujours vérifier l'assaisonnement de nos choses quand on fait surtout des plats en croûte comme ça, s'assurer que ça goûte déjà bon avant de le mettre dans la croûte. Sinon, ça ne changera absolument rien. L'assaisonnement, c'est toujours ajustable une fois cuit, mais c'est toujours meilleur, je trouve, une fois qu'on a fait ça pendant le processus de cuisson. Alors, mes petites croûtes, j'avais 4 petits ramequins, j'en ai échappé un hier. J'en ai juste 3. Je vais avoir une croûte qui va couvrir le tour de ça, puis je veux qu'elle vienne se coller sur la bordure pour être vraiment certain de sceller, pour pas que la sauce sorte par le côté. Alors, je veux que ça soit vraiment scellé. On va mettre de la dorure tantôt avec un œuf battu. J'ai besoin de couvrir, donc je vais m'assurer d'avoir la bonne grandeur. On va essayer de rouler rond autant que possible. Même si c'est carré en partant, je pars du milieu et j'étire vers les côtés, je devrais être capable de faire quelque chose de rond. Et voilà, comme ça, ça va faire l'affaire. On va l'arrondir une petite affaire. Nos épinards vont tomber, tous nos légumes sont corrects, sont cuits. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit bol avec une cuillère à soupe d'eau et un œuf. Je vais battre mon œuf et avec un super pinceau, je vais m'en servir pour badigeonner le contour de mon plat. Et là, on veut s'assurer qu'on ait chacun une partie égale de saumon. On va déposer nos morceaux avant. Donc, 4-5 morceaux de saumon dans chacun. Je vais verser ma sauce chaude directement sur mon poisson froid. Juste essayer de mélanger un peu tout ça pour pas que les morceaux soient à la même place partout. Parfait. Pinceau. Bol. J'imbibe généreusement mon pinceau. Et là, je viens de faire le tour sur le dessus. Puis on va en mettre un petit peu sur le contour par l'extérieur. Je veux vraiment que ma pâte soude. Et là, je vais faire une petite cheminée au centre. Laisser sortir la vapeur, sinon, il ne va falloir qu'elle sorte quelque part. Puis si je ne laisse pas un tour à la surface, ça va vouloir sortir par les côtés, puis ça va faire déborder ma garniture. Et avec les doigts, je vais juste pincer le rebord de mon plat, m'assurer qu'on ait une belle étanchéité. Là, ça n'a pas l'air de vouloir coller, mais quand l'œuf va saisir, ça va faire de la colle. Ne vous en faites pas. Le but, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de sauce avant qu'on mette notre œuf. Sinon, la sauce, elle ne collera pas. Ça fait une portion d'homme, hein. Je garantis que pas personne ne va sortir à jeun de là. On n'accompagne pas ça de pommes de terre non plus ou quoi que ce soit. Tout est dans la pâte et dans les légumes et la sauce. Notre restant de pâte, on va la baisser un peu plus mince. Et on va dessiner quelque chose qui ressemble à une pince de crabe, mettons. Ouais, pince de homard, en fait. C'est de rester dans la thématique. Et ça a-tu l'air d'une pince de homard? Pas du tout, mais c'est pas grave, on s'en fout. Quand ça va être cuit, de toute façon, ça va ressembler plus à quelque chose que ce que je viens de dire qu'en ce moment. On va juste la badigeonner d'œuf, elle aussi. Faire une croûte très bien dorée. On peut faire autre chose aussi si vous voulez. J'aime ça faire des petites feuilles d'arbre, petites coches avec des... Comme ça, puis on va faire ça. Le faire cuire sur une tôle, si jamais notre scellé ne résistait pas à la pression de la chaleur qui veut sortir,
au moins vous ne ramasseriez pas toute la sauce dans le fond de votre four. Alors, on enfourne ça 30-35 minutes dans un four à 425 degrés, vraiment pâte feuilletée, ça va gonfler. Alors, nos pâtés sont au four, nos carapaces mijotent depuis 35 minutes, on va les passer maintenant. On va avoir besoin d'une grosse casserole avec une grosse passoire. C'est des choses que j'ai déjà, ça, au moins des gros formats. Vous allez avoir besoin de faire attention aussi. Juste verser, toujours en s'éloignant de soi, jamais vers soi. On verse notre mélange pour récupérer seulement le bouillon et pas les carapaces. Juste attention, parce que quand ça va se mettre à tomber, ça tombe. Là, je vais tout vider parce que je vais réutiliser cette casserole-là pour faire ma bisque. Il va faire la liaison. Tout ce qui reste collé là n'est plus bon. Je vais juste rincer ça un petit peu pour enlever les parties qui ont collé. Ma tasse à mesurer, vide. On va mesurer la quantité de liquide qu'on a. Ça va nous permettre de jauger la quantité de roux qu'on va avoir besoin de faire pour épaissir notre potage. Environ 2 litres, plus ou moins une demi-tasse, là. Ce mélange-là, on va le mettre à réduire. On va essayer de concentrer les saveurs jusqu'à ce qu'il nous reste environ la moitié du liquide, sont 15-20 minutes. Le bouillon a réduit. J'ai récupéré 1 litre concentré de notre bouillon d'eau mort. 1 litre, c'est environ 4 tasses. Donc, on va rajouter environ une demi-tasse à une tasse de crème. Par-dessus ça, on va obtenir facilement 4 bols de 8 onces de soupe. Dans une casserole, on va faire fondre 50 g de beurre. On met ça à fondre. Et pour parfumer un peu notre bisque, on va utiliser de l'estragon. Aujourd'hui, j'ai de l'estragon déshydraté. Si vous avez de la fraie, vous pourrez en rajouter du frais. C'est un peu meilleur. Ça fait plus belle couleur aussi dans notre potage. Je vais mettre une petite pincée pour 1 litre. C'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de frais. Un coup réhydraté, ça parfume beaucoup l'estragon. C'est un petit goût anisé. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre potage. Et on va mettre un petit peu de poivre noir, question de donner un petit kick. Poivre blanc, pardon. Question de rehausser un peu la saveur sans nécessairement mettre de grains de couleur dans notre potage. Maintenant que le beurre est fondu, je vais rajouter 2 grosses cuillères à soupe de farine, ou 3, ça va dépendre. Je vais regarder la consistance de mon roux. Je vais essayer de faire un roux un petit peu plus clair aujourd'hui. Un peu plus souple, moins sec. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on va verser notre bouillon chaud. Un très petit peu à la fois. Pas que ça fasse de grumeaux. On va l'étirer tranquillement. Si je vais trop vite, ça va faire des grumeaux. D'habitude, quand on fait un roux, on essaie de mettre un roux froid dans un liquide chaud ou le contraire, un liquide froid dans un roux chaud pour éviter que ça fasse des motons. Donc, si vous avez, comme le cas ici, que ça peut arriver qu'on ait besoin de faire chaud, versez légèrement, un petit peu à la fois. On va être certain de bien incorporer notre farine et notre beurre à notre liquide sans que ça fasse de gros grumeaux. Puis un coup qu'on a mis la moitié environ, on peut balancer le restant sans danger. Tout ça va être bien dilué. La farine ne fera pas de mouton. La bisque se mange comme potage, mais on pourrait aussi l'utiliser comme une sauce en rajoutant un peu moins de roux, finalement avoir une consistance un petit peu plus claire. C'est une sauce qui se marie super bien avec le bœuf, avec le porc, le poulet.
C'est surprenant, c'est fait du homard, du filet de porc farci au homard. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec cette sauce-là. C'est comme une sauce américaine ou armoricaine qu'on appelle. C'est un petit peu plus corsé. On aurait fait une réduction plus importante que la moitié. On aurait peut-être été descendu jusqu'au corps vraiment pour aller chercher un gros punch de homard. Mais c'est quelque chose qui est possible, donc gardez ça dans vos possibilités. Une recette, on peut l'adapter facilement à différentes variantes. C'est vraiment se servir un petit peu de sa tête. N'importe quelle soupe crème, d'ailleurs, crème d'asperges. On a fait un petit peu plus réduire notre essence ou quoi que ce soit. Ou un crème de tomate plus concentré. Et on obtient comme plus une sauce, moins épaisse, on va obtenir une sauce. Et voilà. On a tout rajouté notre bouillon. Notre soupe a une belle consistance. On va la laisser mijoter un petit 4-5 minutes, le temps que notre farine cuise puis que le goût de la farine disparaisse. Une fois qu'elle va avoir mijoté 2-3 minutes, on va la crémer légèrement. On va aller chercher une belle couleur dans notre soupe. Donne surtout un agent de liaison pour donner un velouté très agréable en bouche. Là. Une soupe crème, c'est délicieux. Encore là, on surveille, on ne veut pas que ça colle dans les coins, donc on va vraiment gratter. Là, j'ai un gros chaudron et un petit fouet, ça va bien, il va bien gratter les coins. Mais surveillez ça, quand on fait des choses avec des roues, ça a tendance à vouloir se déposer au fond puis coller. C'est plate de scraper votre souper finalement par un moment d'inattention. On a passé des heures à préparer ça. On ne laisse pas aller dans les dernières minutes. On reste fidèle. On est capable. Jeter un petit coup d'œil à mes pâtés. Ça sent bien bien. Au moment de crémer, on rajoute environ une demi à une tasse de crème, selon les goûts, selon vos régimes. Et on rapporte à ébullition, puis ça va être prêt à servir. Tout est prêt, il reste juste à dresser nos assiettes. Alors on va servir notre potage avec notre petit bol, une petite louche pleine. Vraiment onctueux, vraiment belle couleur orangée. Regardez ça, ça fait très joli. Tantôt, on s'était gardé des petits médaillons de queue de homard, c'est là qu'on va s'en servir. Soit ça ou une pince, c'est libre à vous. Vous pourrez déposer sur chaque soupe un petit médaillon. Quelques herbes hachées, ça pourrait être de l'estragon vu qu'on en a retour. Aujourd'hui, j'ai du persil vert, je trouve que ça a toujours sa place, le petit persil. Ensuite, on a notre coupe pour notre dessert. Nos pâtés au homard sont prêts, on va les sortir du four. Juste faire attention, c'est chaud. Et voilà. Regardez ça, c'est pas... Ça a sorti un petit peu. On va juste faire attention, emporter ça. On dépose ça sur notre assiette. C'est un repas d'homme en soi, là. Vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose. C'est parfait comme ça. On avait gardé notre petite pince pour décorer. Vous pourriez la mettre sur le dessus, encore là. Un petit peu de persil pour décorer. Et le dessert, il se fait en 2 temps, 3 mouvements. Ce qu'on a besoin, c'est une bonne crème glacée. Aujourd'hui, on utilise la crème glacée à l'érable, la petite confiserie bistrot sucré-salé à Mercier. C'est un des rares endroits dans la région que je connais où on fabrique la crème glacée maison. Alors, je vous invite à aller les visiter. Ils ont une trentaine, c'est pas 50 variétés différentes, surtout en haute saison. On va utiliser une belle cuillère, 2 pareilles de préférence. On va essayer de former une petite quenelle. On a juste à la rouler entre les 2 cuillères. Là, celle-là, c'est une variété à l'érable. Elle est faite avec du sirop d'érable véritable. Je vais juste la déposer dans notre bol. Et là, on va l'agrémenter de 2 petites choses. Un, la crème de liqueur d'érable, le whisky à l'érable, le coureur des bois version crème. Versé. C'est un peu comme un Baileys avec du sirop d'érable. Là, on va couler par-dessus ça un espresso allongé. Si vous n'avez pas d'espresso allongé, faites-vous du café très corsé, soit dans un bas d'homme ou dans votre cafetière.
laissez-le couler tranquillement par-dessus. Les Italiens appellent ça un affogato. Ça, c'est comme un espresso coulé sur de la crème, de la dolce de leche, la vanille, la crème glacée. Juste les garnir d'un petit peu de pacane enrobé de sucre d'érable. Ça se trouve à l'épicerie parfois, dans les vergers des pommes, dans le temps des pommes. On retrouve ça aussi dans les cabanes à sucre. Juste les déposer à la surface, question d'avoir une petite texture, un petit crunchy dans notre dessert. Mais c'est des petits produits très, très beaux, très fins, disponibles ici au Québec. C'est exclusif même au Québec. Alors profitez-en. Entrée, petite bisque de homard avec un petit médaillon de bisque de queue de homard à l'intérieur. Ici, on a un beau pâté de homard et de saumon dans lequel on retrouve des poireaux, des carottes, des céleris, des petits pois, des grains de maïs et des épinards dans une sauce onctueuse, crémeuse, avec un peu de bisque de homard à l'intérieur et de béchamel faite avec du lait. Et on a une superbe pince à la surface. Et on a pour dessert notre petit affogato de crème d'érable, le coureur des bois et l'expresso. Alors vraiment, crème glacée à l'érable, maison, de la sucrée salée à Mercier, avec un liqueur par-dessus, coureur des bois et un expresso allongé coulé. Alors, je vous invite à savourer tout ça tranquillement, en prenant votre temps. Et une fois tout ça bien rentré, arrosez ça de ce petit dessert léger et délicat qui ne vous remplira pas l'estomac tant que ça, mais qui vous va faire découvrir des belles saveurs d'ici, des beaux produits de chez nous. Alors, bon appétit tout le monde. Merci et à la prochaine.